avec Khaled Fika. Je m'appelle Kevin et je suis président d'Equinox Nancy, le centre LGBT de Nancy. Alors Equinox, c'est une association généraliste qui lutte pour l'égalité des droits pour les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer. C'est une association généraliste dans le sens où elle intervient dans tous les champs, que ce soit la santé, l'éducation, le droit d'asile ou la culture. Il n'y a pas de priorité entre nos différents champs, On intervient dans des établissements scolaires pour des fins de prévention contre l'homophobie, la transphobie et toutes les formes de LGBTI-phobie. On vient en aide aux personnes LGBTI en situation de demande d'asile qui viennent de tous les pays du monde. On a aujourd'hui une cinquantaine de nationalités représentées en France dans les associations LGBTI au minimum. À Nancy, je dirais au moins une dizaine de nationalités dans nos murs. On intervient dans le champ de la culture autant qu'on peut dans la période actuelle. Mais je dirais que le cheval de bataille le plus important aujourd'hui, ce sont les questions de santé qui ont été mises au jour par la pandémie Covid-19 et au cours de laquelle nous voyons bien que notre rôle en tant qu'association, puisqu'on est nous aussi d'une certaine façon en première ligne pour les personnes LGBTI, révèle un certain nombre de discriminations liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle dans le champ de la santé. On n'a pas de rapport officiel, de statistiques précises, donc je peux vous apporter qu'une perception de terrain liée aux emails qu'on reçoit, liée au coup de téléphone, c'est que ça a considérablement, d'une part, restreint l'accès au droit à la santé, notamment. On constate, par exemple, pour les demandeurs d'asile, avec les réformes qui ont été engagées sur les urgences, que l'accès à la santé est très compliqué. Or, ce sont des personnes qui sont exposées au stress de façon très importante. Ce sont des personnes qui sont dans des situations de précarité administrative. Et l'accès à la santé est quelque chose de très difficile aujourd'hui. Alors il y a des associations, les CADA, qui font ce qu'elles peuvent pour venir en aide à ces personnes, mais on voit très bien qu'aujourd'hui on est impuissant face à ces situations. Donc la santé mentale, c'est quelque chose pour lequel les personnes LGBTI sont particulièrement exposées, et pour autant le système de soins aujourd'hui pas du tout adapté à ces particularités. Par ailleurs, il y a un autre souci sur le système de santé et qui rejoint le problème du droit en général et pas seulement à la santé, c'est celui du fait que notre système juridique de santé continue de psychiatriser les personnes transgenres. Il faut savoir que les homosexuels ont été psychiatrisés au niveau mondial jusqu'en 1990, je crois, année au cours de laquelle l'homosexualité a été considérée comme ne relevant plus du champ des maladies mentales, et la transidentité, c'est en cours, ce sera en janvier 2022. Et le problème, c'est que la France et son système de santé continuent de psychiatriser les personnes et de ne donner aucune place au principe d'autodétermination. Les retours qu'on a, c'est des personnes qui sont maltraitées d'un point de vue administratif et d'un point de vue de santé. Les personnes transgenres n'ont pas d'obligation spécifique, n'ont pas forcément l'envie de recourir intensément au système de santé. Le problème, c'est que pour changer de nom et surtout de mention de sexe à l'état civil, il faut passer par un certain nombre de procédures qui sont soumises à l'appréciation du procureur. Et pour tous ces éléments-là, il y a toujours un recours au système de santé et à cet argument de la psychiatrisation. Les retours que j'ai, c'est que de toute façon, là, il y a des obstacles qui sont opposés aux personnes pour pouvoir changer d'état civil.
La solution, elle est trouvée, elle est revendiquée depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ou 15 ans, par l'Association nationale transgenre, par la Fédération LGBTI+, c'est le changement d'état civil libre et gratuit sur simple déclaration en mairie. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par les fourches codines, du procureur, des médecins, voilà, etc., on va en mairie, on dit voilà, maintenant je m'appellerai Jeanne, et ma mention de sexe sera le féminin, avec éventuellement un témoin si on veut, hein, comme pour un mariage, et puis l'officier d'état civil enregistre, et point barre, on change la carte d'identité, et il n'y a plus de problème. C'est les revendications qui sont portées aujourd'hui par la majorité des associations transgenres et LGBTI+, qui connaissent un peu le sujet. Ça me paraît aller dans le bon sens, d'autant plus que, bon, on parle sans arrêt de faire des économies sur les budgets publics. Je pense qu'on gagnerait probablement à ne pas mobiliser tout le système judiciaire et le système de santé pour faire obstacle au principe d'autodétermination des personnes. C'est quelque chose de très frustrant pour nous, parce qu'on est face à des institutions qui n'écoutent pas. Elles nous laissent la parole, hein. Il n'y a pas de difficulté. Il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer la ministre chargée de l'égalité, Elisabeth Moreno. Donc elle écoute, elle comprend. Effectivement, il y a un plan de lutte pour l'égalité des droits qui a été engagé par le gouvernement, c'est le 3e depuis 2016 je crois. Mais donc avec des subventions données à des projets, des adaptations du système étatique, mais avec le refus constant et systématique de tous les gouvernements depuis des années d'engager des réformes qui soient de vraies réformes d'égalité. On a des réformes, c'est sûr, qui sont progressistes, j'ai envie de dire, mais qui ne s'attaquent pas au cœur du problème, qui est le fait qu'il y a des atteintes constantes au principe d'égalité. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant, puisque les gouvernements semblent bienveillants, ont un discours progressiste, sympathique, un peu libéral à l'américaine. Mais pour ce qui est de l'application du principe d'égalité, qui est quand même dans la devise de la République, on n'y est pas. Il y a beaucoup de questions qui aujourd'hui ont déjà passé le seuil de l'urgence. Je pense en particulier à l'école. La question de l'homosexualité à l'école, elle est plutôt pas trop mal engagée aujourd'hui. Il y a clairement des progrès qui ont été engagés par le ministère. Mais la question de la transidentité à l'école, en particulier la question des élèves transgenres, qu'est-ce qu'on en fait dans les vestiaires, en EPS, qu'est-ce qu'on en fait dans les internats. Aujourd'hui, on a des solutions qui dépendent d'un établissement à l'autre, et puis voilà, mais il n'y a pas de politique nationale. Donc, la DGESCO a organisé récemment des auditions sur le sujet, mais ça arrive trop tard. Nous avions déjà dit en 2019, attention, nous avons dit à la DICRA, nous avons dit attention, il va y avoir des suicides, il va y avoir de la dépression, c'est des jeunes qui sont sujets à des vulnérabilités particulières du fait du contexte transphobe en milieu scolaire. Et naturellement, on ne nous a pas écouté, les choses ont traîné. Et donc voilà, il y a eu une vague de suicides médiatisée, et c'est seulement à ce moment-là que la DGESCO décide de mettre sur la table très sérieusement ce sujet-là. Voilà, donc sur les sujets urgents, il y a ça, il y a la question du traitement des demandeurs d'asile, demandeurs et demandeuses d'asile, qui n'est pas que la question des personnes LGBTI+, mais qui nous concerne, parce qu'on a beaucoup de personnes concernées qui sont en situation de demande d'asile, du fait de l'homophobie et de la transphobie de beaucoup de pays du monde. Et là, je dois dire qu'on est face à des gouvernements qui agissent de façon irresponsable. Ça, c'est vraiment la loi asile-immigration et les politiques mesquines des préfectures, un certain nombre de préfectures sur le sujet. Là, on atteint quand même des sommets en termes d'irresponsabilité sur le plan humanitaire. Ces personnes arrivent en France, d'une façon ou d'une autre, et le problème, c'est qu'elles doivent s'engager dans une procédure de demande d'asile. Et cette procédure, pour ce qui est des demandeurs d'asile LGBTI, elle est
Elle est semée d'embûches, elle exige des personnes qu'elles fassent leur coming out devant des agents de l'OFPRA, des juges à la CNDA. Elle exige de leur part de révéler leur homosexualité, de donner des détails qui emportent l'intime conviction des fonctionnaires. Mais voilà, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'on a des personnes dont on est absolument sûr qu'elles sont homosexuelles, et l'OFPRA en doute ou la CNDA en doute, avec parfois pas de délai de recours. Ces procédures sont longues, normal qu'elles soient longues, puisqu'il faut le temps d'étudier les dossiers, de laisser à la personne le temps d'être accompagnée par les associations, nous sommes bénévoles. En revanche, pendant tout ce temps-là, l'accueil des personnes, le droit au logement, le droit de s'alimenter, le droit à la santé, n'est pas garanti par l'État. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une volonté du gouvernement et de l'État, d'une façon générale, de ne pas le faire. Et il y a aussi, manifestement, des soucis budgétaires. Les réseaux de l'OFI, qui sont censés garantir le droit au logement des personnes quand elles sont engagées dans une procédure de demande d'asile, ce réseau-là est insuffisamment équipé pour permettre de loger tout le monde. Ça, c'est vraiment un problème. Après, pour nous, pour les personnes LGBTI en situation de demande d'asile, notre pratique, c'est d'appuyer que toutes les personnes, y compris LGBTI, soient accueillies dans les centres généralistes. Et effectivement, le combat, si on arrive à trouver le temps un jour, parce que nous sommes des bénévoles, ce serait d'intervenir dans ces foyers pour lutter contre l'homophobie et les préjugés. De toute façon, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les personnes, mais c'est pas d'accompagner les personnes au sens de ce que font les travailleurs sociaux. Dans les associations professionnelles qui travaillent dans ce champ-là, ça c'est un métier, hein, on n'a pas de personnes ayant le diplôme de l'IRTS chez nous. Notre travail, c'est d'accompagner les personnes, de leur donner confiance en elles, de leur permettre de s'exprimer, de sociabiliser aussi, de participer à des manifestations. C'est notre rôle. Donc on est là un petit peu pour aider les personnes à porter leur parole devant les institutions, à l'OFPRA, à la CNDA, et puis à se reconstruire. C'est des personnes qui sont dans des situations, qui ont traversé des épreuves très douloureuses, très difficiles. Donc notre rôle, c'est aussi de prendre les gens par les épaules et de proposer autre chose que le quotidien du foyer, de l'ennui, etc. C'est terrible, mais depuis des années que nous travaillons sur ce sujet-là, nous avons vu toutes sortes de récits passer, des témoignages qui étaient tous poignants. Ça va vraiment du passage à tabac par des foules dans des villages. C'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment. Jusqu'au risque de persécution qui est perçu dans un climat homophobe. Je dirais que sur ce que je perçois, sur ce que nous percevons des différents pays du monde, c'est que l'homophobie non seulement apparaît comme des préjugés partagés par la population, mais c'est aussi une politique dans un certain nombre de pays. Je pense en particulier au Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays que nous connaissons bien maintenant, depuis quelques années. On a vu beaucoup de Nigérians venus de Moselle, et là, les récits sont terribles. Beaucoup de Sierra Léonaises et Sierra Léonais chez nous aussi, qui partagent des récits assez semblables sur la dynamique engagée. Il y a je crois, entre 15 et 20 ans de ça, je crois que c'était en 2003 ou en 2004, une militante sierra-léonaise qui a été assassinée dans ce pays, une militante lesbienne LGBTI très connue pour son caractère bien trempé, elle s'appelait Fanny Anedi. Et elle a ouvert le premier bureau, la première association LGBTI en Sierra Leone, et elle a été, hélas, assez rapidement assassinée dans ce pays-là. Donc c'est une figure militante qu'on connaît bien, qui nous a été rapportée par les demandeuses et demandeurs d'asile qui viennent avec nous. Le gouvernement voit qu'il y a un électorat à Rassemblement National qui existe, donc il essaie de flatter cet électorat avec des politiques xénophobes. C'est de bon sens, je veux dire, tout le monde le voit, il suffit de faire un peu d'analyse politique, il n'y a pas de secret. Je pense que
c'est tout. On a des bénévoles qui sont très présents, très présentes. On a essayé d'ouvrir un Discord. On a fait notre transition numérique aussi avec un certain nombre d'outils visio, donc on continue de travailler. On a toujours une ligne téléphonique. On se réunit malgré tout comme on peut, des fonctionnements un peu hybrides comme partout. Voilà. Donc pour l'instant, nos effectifs en termes de nombre d'adhérents globalement restent stables. Même si on n'est pas spécialement attaché à avoir 1000 adhérents, c'est pas notre intérêt, c'est pas ce qu'on veut faire. Pour ce qui est de la traversée de cette pandémie, c'est difficile. On espère que dans les mois qui arriveront, on arrivera au minimum à trouver un mode de fonctionnement qui nous permette de travailler et de remplir nos missions. Voilà, on a des interventions en milieu scolaire la semaine prochaine, on en a 2. Une permanence qui va rouvrir prochainement, donc le 3 avril, c'est sur inscription, il faut s'inscrire depuis le site internet. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin du présentiel, on a notre serveur Discord qui est accessible depuis le site internet. Bon, on ne maîtrise pas tous au même niveau en fonction de notre génération. Moi, j'ai un peu de mal, même si je suis encore relativement jeune. Malgré tout, il y a possibilité de venir et de rencontrer des gens sur ce Discord. Le mot corps, moi, ça m'évoque comme ça la beauté. Voilà, j'ai des images qui me viennent en tête. La beauté, les droits aussi, la dimension de libre disposition de son corps. Peut-être le mot de soin aussi. D'une façon générale, je pense que les gens ont tendance à beaucoup maltraiter leur corps, à le déconsidérer. On parle en ce moment beaucoup de grossophobie, de problèmes autour de la représentation de son propre corps, des clichés. Je pense qu'il est avant tout important de prendre soin de son corps. C'est l'idée peut-être que nous sommes tous semblables, toutes et tous semblables, en définitive, malgré les différences. Et que de fait, les différences qui existent entre nous sont accidentelles, peut-être. Et puis, il y a une similarité du fait de nos émotions. Quelle que soit notre situation, on ressent tous soit de la joie, de la colère, de la tristesse, et de fait, ça crée une communauté. Le mot shame, il est lié à tout ce que... Alors là, c'est plus à titre personnel, j'ai vécu dans mon adolescence, avant mon coming out et après mon coming out, c'est le fait de porter tout seul, souvent tout seul, le poids de la représentation que les gens se font de l'homosexualité. Et c'est un vécu de l'immense majorité des personnes LGBTI, surtout dans la jeunesse, et qui nous met dans des états, qui met les jeunes dans des états de stress, les jeunes d'ailleurs, mais pour beaucoup les jeunes. C'est ça que ça m'évoque. Et le fait que malgré ce stigmate, la possibilité, en mettant en avant, en s'engageant collectivement, de faire reculer ce poids du stigmate et de la honte. C'est le sens de shame. Je pense que c'est vraiment le combat. Je dirais qu'il n'y a pas que les personnes LGBTI+, des personnes que j'ai rencontrées, qui vivent le fait d'appartenir à des minorités quelles qu'elles soient, comme une honte, alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu, puisqu'en fait, on est ce qu'on est, et surtout, c'est une richesse. C'est une richesse pour tout le monde, et on a toujours quelque chose à apprendre des différences des autres qui sont toujours accidentelles. Je dirais que j'ai bousculé un certain nombre d'habitudes. J'étais dans une famille où, globalement, on n'avait rien contre les homosexuels, comme beaucoup de gens. Mais quand même, le mariage de Bègle, avec Noël, ma mère, je me souviens que ma famille avait regardé ça d'un œil un peu suspect. Voilà. Et le fait de faire son coming out, c'est mettre les gens face à la réalité. Que les personnes homosexuelles, c'est pas seulement la représentation de l'homosexuel à la télévision et dans les médias, c'est le frère, le cousin, le camarade d'école, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous en fait. Et ce qui a beaucoup changé pour moi, alors pour mon entourage, ça a été de le faire reconnaître, de le faire accepter, et le fait de faire porter un autre regard sur l'homosexualité, mais d'une façon générale sur toutes les différences.
Ça change beaucoup de choses pour les familles. On avait fait une mini-enquête lors de nos interventions scolaires, en milieu scolaire, il y a quelques années. On s'est rendu compte que les élèves les moins homophobes étaient ceux pour lesquels il y avait eu un coming out dans la famille. Est-ce que ça a changé pour moi, personnellement? Ça a été un sentiment de libération. À tel point qu'au début, j'en faisais un peu trop. Au point que parfois je rencontrais des gens, je disais « Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis gay ». Voilà, alors que, bon, aujourd'hui je suis beaucoup moins... voilà, je m'affirme, j'ai aucune difficulté, y compris dans mon milieu professionnel parce que je peux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un certain équilibre. L'école, c'est encore compliqué. Le système, en fait, c'est toujours très compliqué, de toute façon. Mais je dirais que le plan qui a été présenté par le gouvernement est pas trop mal, puisqu'on parle même de la question des prisons, ce qui est nouveau. En termes d'institutions, aujourd'hui, je pense que les choses vont se faire. Pour les institutions qui sont fermées, je pense que c'est vraiment les écoles, où il va vraiment falloir... voilà, les portes sont pas ouvertes, il va falloir les ouvrir. Aujourd'hui, c'est un peu tabou, malgré tout. Il y a toujours une sorte d'appréhension, de refuser d'en parler. Contrairement aux apparences, notre société n'est pas aussi permissive que ça. La sexualité, c'est avant tout une source de plaisir, avant toute chose. Alors qu'aujourd'hui, le discours institutionnel, c'est beaucoup de parler du risque, alors que le plaisir est la chose la plus importante. Et puis, voilà, quelque chose de... La sexualité, c'est quelque chose qu'on doit chacune et chacun pouvoir vivre librement. Il y a des personnes qui sont asexuelles, que ça n'intéresse pas du tout, d'autres qui adorent ça. L'important, c'est de le faire en toute sécurité, avec des gens qui sont d'accord, et puis de prendre un maximum de plaisir en limitant un maximum les risques éventuels qui peuvent être associés, qui font partie de la vie. Alors c'est un sujet qui est là aussi très frustrant. Parce que c'est quelque chose dont on sait qu'on a... Les êtres humains reposent beaucoup, le fonctionnement des sociétés repose sur les normes, qu'elles soient légales ou morales. Maintenant, il y a un débat. Le débat, c'est est-ce qu'il faut supprimer la norme? Est-ce que la norme est vraiment indispensable? Ou est-ce qu'il faut s'assurer que les normes soient justes? Et le débat n'est pas tranché à l'heure actuelle. C'est un débat qui est très très fort au sein du mouvement LGBT. En tout cas, elles doivent pouvoir être discutées. Et pour l'instant, il y a un certain nombre de normes dont beaucoup de gens refusent qu'elles puissent être discutées. En particulier la question des frontières du genre, des normes autour du genre, de l'expression de genre, du fait de se maquiller, du fait de s'épiler, du fait de porter des vêtements associés à un genre ou à un autre. Et aujourd'hui, ces normes doivent pouvoir être discutées, elles doivent pouvoir aussi être contestées, on doit pouvoir jouer avec, et ça ne doit pas être un tabou. À titre personnel, moi depuis que je milite, j'ai eu beaucoup de remises en question sur la façon dont je me suis construit comme garçon. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va de soi. Et en discutant avec des copains hétéros, ça va plus forcément de soi pour eux non plus. Parce qu'ils trouvent que cette question-là est beaucoup plus large que l'homosexualité. Je dirais à titre associatif que ça fait partie au niveau militant, que ça fait partie d'un des concepts à faire reconnaître aujourd'hui comme absolument pertinent, y compris dans la loi, comme quelque chose qui relève non pas d'une partie de notre identité qui doit être décidée par des personnes extérieures, des médecins, des psychiatres, des officiers d'état civil, mais par chaque personne. Je pense que je vous ai parlé du changement d'état civil libre et gratuit. Moi, je pense que c'est un scandale qu'on ait encore sur nos cartes vitales et sur nos numéros de sécu, les numéros 1 ou 2. Pourquoi est-ce qu'on a femme ou homme sur nos cartes d'identité? Qui ça regarde? Pourquoi ça intéresse l'État? Pourquoi ça intéresse la sécurité sociale? Donc, à un moment donné, on a parlé de la question de l'égalité, de la question de la liberté, qui se pose également, du droit de la libre disposition de son corps et de son identité. Aujourd'hui, ça fait partie des sujets. La féminité, ça rejoint la question des normes.
Ce sont des choses que les gens associent au genre féminin, mais qui n'appartient pas forcément aux femmes. De la même façon que la masculinité n'appartient pas forcément aux hommes. Et d'une certaine façon, ça fait partie c'est un fait culturel, comme un autre. Le mouvement féministe a ouvert beaucoup de brèches, énormément de brèches. Aujourd'hui, nous, notre expérience qu'on a de l'homophobie, c'est qu'il y a un lien très fort entre la domination masculine d'une façon générale et la domination dont font l'objet les homosexuels d'une façon générale. J'utilise le concept de domination, il peut être discuté. En fait, ce qu'on dit aussi parfois à nos élèves, c'est que les hommes homosexuels sont souvent associés aux femmes. Et que les femmes lesbiennes sont souvent qualifiées dans les préjugés, dans la norme, de garçons manqués. En fait, on voit bien que l'homophobie s'appuie sur des représentations liées au genre. Et de fait, nous sommes convaincus que toutes les conquêtes qui pourront être obtenues en matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes, au sens large, seront des leviers pour nous, de toute façon. En fait, ça fait partie de la représentation, je pense, qui associe souvent masculinité et réussite. Et qui fait qu'on impose aux filles d'être féminines, donc d'avoir certains caractères associés à la féminité, et inversement pour les garçons. Ça fait partie des choses qu'on entend. Garçon manqué, fille manquée. Pour être un bon garçon et pour être une bonne fille, comment je dois faire, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a que des bons garçons, bonnes filles, et il n'y a pas de filles manquées ou de garçons manqués. J'ai une formation intellectuelle de sociologue, donc c'est quelque chose que je tire de ces formations-là. C'est un concept qui retranscrit des situations, des relations, où les personnes qui sont dominées ont beaucoup de mal à se mettre dans un rapport d'égalité avec leur interlocuteur, et où le dominant s'impose pas seulement par la force. Il y a tout un enjeu symbolique et culturel derrière, qui fait que les personnes, la situation de domination, qui est une réalité, la domination des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, des personnes racisées aussi, c'est une réalité qui est vécue au quotidien par toutes ces personnes. Donc je sais pas, voilà, c'est pour ça que qu'il est discuté, parce que pour moi c'est pas un grand concept, et c'est quelque chose qui est vécu au quotidien par les personnes, même si c'est pas toujours retranscrit dans ces termes-là. Alors la masculinité toxique, alors souvent, c'est vrai que on définit pas forcément, mais souvent quand on se retrouve face à certaines situations, on dit ouais, c'est la masculinité toxique. Ça signifie qu'une personne cherche à imposer sa masculinité comme un outil d'oppression de quelqu'un d'autre. Ça se voit dans le couple, et pas que dans les couples hétérosexuels. Ce caractère possessif, cette obsession d'être le mâle dominant, tout ça est une réalité dans le garçon, mais ça se soigne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail sur soi, l'auto-analyse, la confrontation avec ses propres préjugés, on peut se corriger. Pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fond culturel quand on a été éduqué comme on a été éduqué, mais on peut, en discutant des situations avec d'autres personnes concernées, et en se posant la question de l'attitude qu'on peut avoir à un moment ou à un autre, on peut venir à bout de cette masculinité toxique. Donc, c'est pas un soin au sens médical, mais voilà, l'adhésion à une association et la participation à des groupes de parole peut être une solution. Et toutes les formes d'exclusion et de rejet, exprimées à un niveau individuel autant qu'à un niveau collectif, vis-à-vis des personnes homosexuelles ou des personnes supposées telles. Ça passe par tous les préjugés
y compris au sein des communautés, hélas, puisque LGBTI, il y a 5 lettres, parfois il y a des personnes qu'il faut former un petit peu à ces questions. L'homophobie ordinaire, ça passe par beaucoup de préjugés. On parlait de garçons manqués, de filles manquées tout à l'heure. Dans la rue, c'est beau. Dans les écoles, c'est l'injure, tous les jours. Dans les cours de récréation de France, les injures sont quotidiennes. Et puis l'homophobie ordinaire, la transphobie ordinaire, c'est parfois aussi celle des institutions. On parlait beaucoup en ce moment, pas assez, à mon avis, de la procréation médicalement assistée, puisqu'il y a actuellement une discrimination légale vis-à-vis des femmes lesbiennes et célibataires, et puis toutes les discriminations institutionnelles dont on a parlé. C'est presque une discussion de colloques, de sociologues et d'historiens, mais quand on regarde dans l'histoire, cette homophobie a des racines très anciennes, au moins aussi anciennes que l'hétéropatriarcat, dans nos sociétés en particulier. L'Église a joué un grand rôle dans ça. La politique a joué un grand rôle dans ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait d'évolution linéaire. On peut très bien revenir dans 10 ans à une pénalisation de l'homosexualité avec des politiques très dures. Il n'y a pas d'évolutionnisme en la matière. Dans les années de la Révolution française, l'homosexualité a été dépénalisée. Il y a eu à nouveau mise en place d'un délit d'homosexualité sous les années Vichy, qui ont été maintenus jusqu'à la François Mitterrand. Donc l'homophobie, elle vient elle est héritée, mais elle n'est pas seulement héritée. C'est aussi une politique active des gouvernements, c'est aussi de la responsabilité des médias et des industries culturelles, des politiques éducatives. Il y a vraiment un enjeu là de politique. D'où elle vient? Donc ça vient des préjugés, des stéréotypes, et ça vient des politiques. L'école doit jouer un rôle, l'école publique, en informant les personnes en informant les élèves, en éduquant les élèves à ce que c'est que le genre, à ce que c'est que la sexualité. Aujourd'hui, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose. Le programme n'est pas abouti. La revendication sur laquelle nous travaillons, c'est d'avoir un vrai programme, un parcours d'éducation au genre et à la sexualité. Ça, ce serait vraiment une solution. En revanche, on ne pourra pas faire grand-chose au niveau des familles à court terme, parce que c'est les familles qui éduquent les enfants dans leur prime jeunesse, et même les familles ont besoin de se remettre en question. C'est un travail de longue haleine. Donc à court terme, moyen terme, l'école, et à plus long terme, ça va être plus long. Et sans doute qu'on va encore avoir des obstacles au niveau des religions. La question des religions est aujourd'hui toujours problématique, que ce soit l'Église catholique, les communautés juives ou les communautés musulmanes. Je ne pourrais pas dire pour les communautés bouddhistes, puisqu'elles ne sont pas assez nombreuses en France, mais il y a vraiment des difficultés liées à la pratique du culte dans les familles. Ce sont des termes un peu similaires, en fait. La haine, c'est quelque chose qui va être vécu à un niveau personnel qui sert à désigner des sentiments de colère, il y a de l'incompréhension. La haine, c'est quelque chose de plus... la haine ou la phobie? La phobie, c'est quelque chose de plus pathologique, je dirais. Ça révèle... La haine, c'est plus politique. La haine, c'est plus... Je sais pas trop, en fait. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a quelque chose de politique dans la sexualité. En revanche, le fait que certaines formes de sexualité conduisent à des condamnations politiques ou à des discriminations en fait quelque chose de politique. Mais bon, ça reste du ressort de la vie privée, hein, bien sûr. Mais ça devient politique, non pas du fait de la sexualité, mais du fait de l'oppression exercée sur les personnes homosexuelles ou bisexuelles,
pansexuels. Moi, je ne mettrais pas de limite. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un mot très fort à utiliser avec précaution. Mais dans certaines situations, c'est peut-être un peu fort de parler d'oppression pour une situation de moquerie. C'est plutôt quelque chose que j'utilise dans un sens collectif. Oppression de catégorie. C'est vrai qu'en France, en termes d'oppression, au sens politique du terme, on n'en est pas là. Quand on compare à la situation en Tchétchénie, par exemple, ça va. On peut pas dire que les homosexuels font partie des catégories opprimées au sens politique du terme. Mais c'est vrai qu'au sens social, il y a toujours une oppression, au sens de domination. C'est un mot un peu fort, qu'on peut utiliser quand on veut... quand on veut dire les choses de façon... Sur certains sujets, on peut le dire sur l'oppression des personnes transgenres en France, je pense qu'on peut parler d'oppression. Je reprends l'exemple de l'école, parce que c'est un milieu que je connais bien. Quelqu'un un enseignant ou une enseignante ou un CPE ou une CPE qui va dire à un élève, un garçon, bah alors, je t'entends pas, parle fort, t'es presque un homme là. Voilà. Ce genre de situation, des trucs qu'on dit sans forcément y penser, déjà ça peut conduire à des... Ça c'est un stéréotype, c'est l'expression d'un stéréotype. Ça peut conduire à des... c'est pas seulement vexant, c'est bête, déjà, et surtout, comme c'est prononcé par un adulte, c'est une parole légitime qui va être considérée comme vraie par l'élève, donc c'est compliqué. Après, au quotidien, tous les termes dévalorisants, je les utilise pas. Moi, ma politique, c'est de ne jamais les utiliser, même dans mes communautés, et je trouve scandaleux que des gens s'auto-insultent. Mais je pense que ces mots ne devraient pas être utilisés et que effectivement ce sont des mots vexants. Les mots PD, les mots tapette, les mots win, tous ces termes-là sont vraiment des mots que je n'apprécie pas. À titre personnel, j'ai vu, alors je peux pas le préciser dans le détail pour des raisons de confidentialité, mais j'ai vu dans certains établissements scolaires de vraies violences psychologiques sur des élèves. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des témoignages, alors c'est pas personnel, mais plutôt sur le plan personnel. J'ai été confronté à des situations face à des médecins généralistes. Alors moi aujourd'hui, puisque j'en ai trouvé un très très bien. Mais face à des médecins généralistes, on peut parfois se retrouver dans des situations vraiment où on ressort, on a envie de pleurer, quoi. Donc ça, c'est des situations de quotidien. Des comportements de personnes qui toujours sont en situation de penser qu'elles sont convaincues qu'elles savent, alors qu'en fait pas du tout. Mais du fait qu'elles sont convaincues qu'elles savent, elles adoptent un point de vue avec des égard, sans réfléchir, et de fait mènent une action complètement contre-productive. Exemple tout bête face à un médecin généraliste auquel vous demandez un dépistage, check-up classique, VIH et compagnie, et qui vous dit pourquoi vous avez besoin d'un test de dépistage, vous ne vous êtes pas protégé, et qui ensuite se mettrait à adopter un ton moralisateur. C'est ce genre de situation. On sait aujourd'hui que les personnes LGBTI vont moins souvent chez le médecin. C'est pas pour rien. C'est parce que les médecins ne sont pas du tout formés à ces questions-là, et au quotidien, vraiment, c'est compliqué. L'homosexualité, je le vis très très bien, dans le milieu professionnel, je suis très accepté. Quand on me fait une petite blagounette un peu déplacée, j'arrive à dire les choses de façon à retourner les situations avec humour, que la personne comprenne exactement qui je suis et que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Mais, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et les situations d'humiliation, elles sont vécues au quotidien aujourd'hui par beaucoup de personnes. Et là encore, toutes les minorités sont concernées. Les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, même si le gouvernement refuse ce terme,
si les institutions refusent ce terme, existent. Les personnes LGBTI sont concernées par des humiliations, parfois au quotidien, parfois moins souvent. C'est une réalité. Le moyen qu'on donne aux jeunes de faire face à ça et de se construire une personnalité capable de s'affirmer. Quand on est jeune, c'est compliqué. C'est de ne pas rester seul. Pour le coup, il y a les associations, évidemment je prêche pour ma paroisse. Il y a évidemment les réseaux sociaux. On peut être très critique vis-à-vis des réseaux sociaux, hein, ça c'est pas la question, mais c'est un outil qui peut permettre à des jeunes de s'affirmer. Après, il faut faire très attention avec ces outils-là, bien sûr. C'est un moyen. Ne pas rester seul, ne pas s'enfermer, ne pas s'isoler dans sa situation. Et tâcher autant que possible d'entrer en relation avec des personnes de confiance, voire des personnes qui partagent peu ou prou la situation avec eux. La société française à proprement parler est une société très intéressante, avec des gens plus diplômés qu'avant, les femmes sont plus diplômées qu'avant, les minorités sont mieux représentées dans la culture, tout est beaucoup plus ouvert. L'homophobie, c'est une réalité qui a perdu de sa force aujourd'hui. On voit très bien qu'il y a des évolutions sociales et culturelles qui sont très fortes. Mon regard, c'est vraiment un État bloqué. Une société bloquée au niveau des institutions, de la législation, et qui n'est... Vraiment, mon regard, c'est un État qui n'écoute plus. On est censé vivre en république, dans une société républicaine, où nous serions toutes libres et égaux en droit, dans une société fraternelle, hein, c'est un peu l'idéologie de départ. Et en fait, ce que je constate, c'est que la société, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire que les gens dans la rue ont tendance, alors même si en ce moment ils sont un peu en colère, ils ont tendance à quand même avoir quelque chose de républicain au sens bon du terme, hein, des individus libres et égaux. Par contre, au niveau de l'État, ça bloque. Ça bloque vraiment, on a des gens pas responsables, c'est le sentiment que j'ai, pas responsables, pas sérieux, qui font de la politique politicienne, qui prennent pas les sujets au sérieux. Pas tous, bien sûr, c'est important ce que font les politiques, mais vraiment, on est très frustré par rapport à cet État, à cette République française qui est très sclérosée quand même, il faut bien le dire. Donc le sentiment de honte, il vient plus de là, quoi. C'est-à-dire qu'on, vis-à-vis de la société, il vient plus de là. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont capables quand même de faire beaucoup mieux que ça, quoi. Et on est très arrogant. L'État est très arrogant. On dit... Robert Badinter, c'est le ministre de l'Injustice qui a dépénalisé, disait « La France, c'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. » On l'applique pas. Et je trouve qu'on donne beaucoup de leçons à tout le monde, et c'est un peu honteux, effectivement, que cette société-là soit dirigée comme ça, et que finalement, on n'avance pas parce que nos représentantes et nos représentants ne sont pas à la hauteur. Vraiment, désolé pour eux, je leur suis pas personnellement hostile, mais je constate qu'ils sont pas à la hauteur. Moi, je suis très très fier, au niveau local, des gens qui militent dans mon association, des gens de grande qualité qui m'ont beaucoup appris. Je suis aussi très fier de tous les gens qui travaillent dans les associations en France, puisqu'on est membre d'une fédération qui regroupe plusieurs associations, une quinzaine à peu près, avec des échanges de grande qualité. Donc moi je suis très très fier de la capacité des personnes LGBTI à se mobiliser, à produire des bénévoles et des militantes et des militants de grande qualité qui savent lire des lois, des textes de loi, apporter des critiques intelligentes, qui savent se mobiliser sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, ou dans les institutions. Donc tout ça, je pense que je suis très fier d'appartenir à ce réseau, là, LGBTI, français, international. Et puis, je dirais que mon autre fierté, c'est de voir que les personnes qu'on accompagne, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. On arrive à avoir des résultats
simplement parce qu'on est là, qu'on est solidaire et qu'on pousse les gens à prendre confiance en eux. Donc ça, c'est une source de grande fierté. Après, la France, en tant que telle, n'est pas une source de grande fierté. Effectivement, j'en ai plutôt honte de la façon dont se comporte le pays au sens politique. Alors, dans 15-20 ans, évidemment, le problème, c'est sur les questions LGBTI ou en général, je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué puisqu'il y a des crises politiques, on le voit bien. Il y a beaucoup de crises. Là, en ce moment, avec la pandémie, on ne sait pas comment on va en sortir. C'est difficile de se projeter. Ce que je pense, malgré tout, c'est que on devrait obtenir des réformes. On devrait pouvoir obtenir des réformes qui vont aller dans le bon sens. En fait, on va pas seulement dire que ça va arriver, on va le faire. On va se mobiliser pour que ça arrive, et donc ça arrivera, puisqu'on sait qu'on a les moyens de le faire. Les Français sont majoritairement optimistes, sont majoritairement plutôt favorables. Par contre, je crains très très fort des risques politiques qui font que la situation actuelle, qui n'est pas forcément très reluisante, je crains que ça s'aggrave encore dans les années à venir. Je pense qu'on a eu Donald Trump aux États-Unis. Je pense que nous allons traverser des secousses très très importantes et qu'il va falloir serrer les dents et tenir le choc. On ne pourra rien obtenir sans une mobilisation de toute la société. Je ne parle pas forcément d'une révolution, hein. Je n'ai pas pour habitude de faire des appels à la révolution, enfin pas publiquement en tout cas, mais en tout cas c'est important que sous une forme ou une autre que la société se réveille et que voilà, elle réaffirme les principes qui sont les principes qui existent déjà et qui sont ceux qui sont affirmés par l'État aujourd'hui. La liberté, l'égalité, et puis la fraternité, la sororité, la solidarité d'une façon générale. Je pense que ça ne peut passer que par une mobilisation générale de toute la société, inclusive, que la France reprenne le contrôle de tout ça. Et qu'elle réaffirme la place de chaque citoyenne et de chaque citoyen dans la société à part entière. Dans la période actuelle de pandémie, de ce qu'on appelle une pandémie, je dirais aux personnes de ne pas s'enfermer sur les réseaux sociaux, dans leur bulle, et d'accepter la situation actuelle qui nous conduit au repli sur soi. Je conseillerais vraiment aux personnes de sortir, malgré le couvre-feu, évidemment en respectant le couvre-feu, là au moment où ils peuvent, de sortir, de casser les habitudes et de ne pas s'isoler. On a des associations aujourd'hui qui s'engagent, je ne parle pas seulement pour ma paroisse entre guillemets, beaucoup d'associations sont mobilisées. Il est possible aujourd'hui de sortir de tout ça, de s'engager comme bénévole, c'est quelque chose que je recommande chaudement, si on a le temps, parce qu'évidemment c'est difficile pour tous les gens qui travaillent aujourd'hui. Il y a une plateforme en Meurthe-et-Moselle qui existe pour ça, ça s'appelle la place de l'engagement, je crois. Donc, il faut aller sur le site de du département de Meurthe-et-Moselle et on peut s'engager. Voilà. La seule chose que je puisse conseiller pour sortir de sa bulle, c'est effectivement d'en sortir en allant vers les autres et de donner, même si on n'a pas beaucoup de temps, de donner un peu de temps pour les autres. Ça permet de prendre contact avec la réalité et c'est pas toujours évident dans la situation actuelle avec les réseaux sociaux qui sont manipulés par des groupes. C'est compliqué, hein, donc aller vers les autres physiquement, participer à des groupes, à s'engager, c'est une solution. À l'heure actuelle, c'est ce que je recommande, vraiment. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui.